Bonjour à toutes et tous, correction exercice CGC 005, on vous donne les valeurs de température d'ébullition en Kelvin de composés. Donc on a de composés qui sont tout à fait similaires. En particulier les 6 premiers sont similaires, c'est des molécules de type A2, d'accord. Et ensuite on a deux autres qui sont un peu différentes, qui sont pH3 et H2S. Voilà. Et donc, on vous demande de comprendre pourquoi déjà les 6 premières sont apolaires. Alors ça, c'est extrêmement simple, tout simplement parce que, je prends l'exemple de H2, mais c'est les mêmes pour le reste. H2, en fait, bah, c'est une seule liaison. Alors bien sûr, avec O2, on va avoir une liaison double, avec liaison 2, une liaison triple, mais ça, c'est absolument pas grave. Mais de part et d'autre de la liaison, en tout cas, on a exactement le même atome, qui va donc avoir la même électronégativité, et donc il n'y a aucune raison que les charges soient plus attirées d'un côté que de l'autre. Donc en fait, le barycentre des charges va rester là, et donc ces molécules sont apolaires. Autrement dit, à chaque fois, le moment dipolaire de chacune de ces molécules vaut 0. Les deux dernières, par contre, on va regarder, on va faire le modèle de Lewis, je vais le faire un peu rapidement. Alors P, je vous rappelle que ça a la même structure que N, puisque c'est juste en dessous, dans la question périodique, hein, je vous montre ici un P là, voilà. Et donc, PH3, ça va ressembler à ça. Et donc, finalement, si je fais mes petites liaisons là, ici, je relie mes paires, je vais avoir une structure de Lewis comme ça. P, H, H et H. Ça me montre que c'est une forme en AX3E, puisqu'il faut que je compte le doublet non liant qu'il y a sur P. Et donc, je vais avoir une forme comme ça. Une forme pyramidale, grosso modo. Hein, ça va ressembler à peu près à ça, avec ça en arrière. Voilà, si je reprends la représentation habituelle. Donc, grosso modo, en fait, ma molécule ici va ressembler à une pyramide. Hein, je vais essayer de la dessiner avec mes grands talons de graphiste. Voilà, ça va faire ça. Ça va faire une espèce de triangle comme ça, voilà. Hop, et puis derrière, là, je sais pas trop s'il arrive, voilà, comme ça, on va faire un petit pointillé ici. Voilà, ça fait une espèce de pyramide à base triangulaire. Une fois qu'on a raconté ça, en fait, il s'avère que chacune des liaisons pH est polarisée. Alors comment, bah, c'est pas très compliqué. En fait, vu où est le phosphore, il est probablement beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Donc autrement dit, le phosphore va être chargé moins... C'est pas le bon outil, pardon. Le phosphore va être probablement chargé moins 3 delta, alors que chacun des hydrogènes va être chargé plus delta, plus delta, plus delta. Et donc en fait, chaque atome d'hydrogène chaque liaison pH va porter un moment dipolaire de P vers H, et ces trois moments dipolaires vont probablement s'ajouter pour donner un moment dipolaire global qui va être comme ça, probablement, hein, du phosphore vers le bas de la molécule. Donc cette molécule-là est a priori polaire en raison de la géométrie. Petite remarque quand même, ça c'est extrêmement important comme commentaire. Si on oublie ça, alors la géométrie de pH3 devient trigonale plane, et les trois moments dipolaires se compensent pour donner 0. Donc le fait d'avoir un doublet non liant ici a une conséquence extrêmement importante, il ne faut vraiment pas l'oublier, parce que sinon il est impossible de trouver que cette molécule a un moment dipolaire. Donc voilà, ça c'est juste pour parenthèse. On vous demande de faire la même chose sur H2S. H2S en fait c'est un cas extrêmement classique parce qu'en fait c'est le même que l'eau. Donc si je fais la molécule des Lewis, la structure de Lewis de H2S, S, je vous rappelle que c'est comme l'oxygène, hein, c'est juste en dessous. Vous pouvez vous en souvenir par le fait qu'il existe des organismes vivants qui se basent sur le soufre, ça permet de faire à peu près la même chose. S c'est là, et H c'est ici, je sais pas pourquoi j'ai mis un point. H ici, on voit donc bien qu'on va avoir formation de liaison covalente ici pour donner une formule de Lewis finale qui va être comme ça. Je sais pas pourquoi je mets mes doublés non liants comme ça, c'est bizarre. Voilà, H et H, voilà. Et donc ça, on se rend compte que c'est une forme en X2E2, autrement dit, j'ai deux vraies liaisons qui sont représentées par X et deux doublets non liants sur S. Et donc ça, c'est comme une forme en AX4, hein, c'est-à-dire une forme tétraédrique. Autrement dit, mon soufre va avoir un hydrogène ici, et ensuite il va effectivement avoir des choses un peu étranges. Si on a envie de les représenter, je vais les faire en gris. Voilà, il va avoir un vide ici finalement, et un espèce de vide ici. Mais qui vont contraindre la structure de la molécule. Autrement dit, cette molécule-là est coudée, à l'instar de la molécule d'eau. Une fois qu'on a découvert que cette molécule était coudée, ben, c'est pas extrêmement compliqué. En fait, le soufre étant plus électronégatif que H, ça c'est plutôt normal, il va être chargé avec moins de delta
et H avec plus delta, et on va donc avoir à chaque fois un moment dipolaire du soufre vers l'hydrogène. Comme cette molécule est coudée, ça donne un moment dipolaire complet qui est vers le bas du soufre, vers grosso modo le milieu du segment entre les deux H1. Et ça se passe exactement comme la molécule d'eau. C'est exactement la même structure, par ailleurs, dans cette histoire. À partir de ce moment-là, la molécule pH3 et la molécule H2S ont donc un moment dipolaire propre. Donc ceci termine en fait la première question. Donc je résume ce qu'on vous demandait, mais c'est écrit dans l'énoncé. Les 6 premières molécules sont apolaires, tout simplement parce qu'elles sont symétriques. Et par contre, les 2 dernières sont polaires pour diverses raisons. Et on vous demande ensuite d'interpréter les différences de température d'ébullition. Voilà. Et on vous donne par ailleurs le moment dipolaire qui ne sert littéralement à rien, mais ça c'est une autre conversation. Alors, l'idée est la chose suivante. La température d'ébullition, c'est le moment où vos molécules vont passer d'un état lié à un état de diffusion. Autrement dit, la température d'ébullition, ça traduit l'énergie cinétique propre qu'il faut en fait pour casser les interactions attractives entre les molécules. D'accord. En tout cas pour s'en échapper. Donc, si on se souvient de son cours de physique, ça ressemble énormément à la vitesse de libération, par exemple, pour un satellite, etc. C'est la même chose. Or, ce qu'on sait, c'est que les interactions entre les molécules sont des interactions essentiellement liées au moment dipolaire, ce qu'on appelle les interactions de Van der Waals. Alors, donc, pour les 6 premières, qui sont comparables, il ne va pas y avoir de moment dipolaire propre, donc on n'aura pas d'interaction dipôle-dipôle, on aura probablement une interaction dipôle-induit, d'accord, qui est la troisième, dipôle induit, dipôle induit. Donc ça, je rappelle que c'est lié à l'agitation thermique. Grosso modo, il y a l'inertie des électrons qui crée un moment dipolaire dont la valeur moyenne est nulle, mais dont l'interaction entre deux moments dipolaires est non nulle. Et à partir de ce moment-là, c'est relativement simple. En fait, tout ça pour dire, grosso modo, un théorème qui est celui de votre cours et qui malheureusement trivialise un peu tous ces exercices-là, c'est que pour les 6 premières molécules qui sont similaires, ce qui va compter, c'est tout simplement en fait la taille de la molécule. Plus la molécule est grande, et plus les interactions vont être fortes. Et donc la température d'ébullition va augmenter avec la taille de la molécule, ce qu'on constate extrêmement naturellement ici. H2, N2, O2, F2, vous voyez, H2 c'est tout petit, O2 c'est là, N2 c'est un tout petit peu plus grand, mais c'est à peu près pareil. F2 c'est là, voilà. Alors ici il y a des histoires d'électronégativité aussi dans ces histoires-là, mais bon, N ou F, voilà, on augmente la taille, tranquillement mais sûrement. CL2, bien sûr, qui est juste en dessous. Et là, on a changé de ligne, donc on a vraiment un saut dans les températures d'ébullition. BR2, pareil, on change de ligne, donc on a vraiment un saut. Donc là, c'est vraiment des histoires d'augmentation brutale de taille. Et donc, grosso modo, pour les 6 premières, ça va être essentiellement lié à la taille. Donc ça, c'est pour les 6 premières. Pour, par contre, les 2 dernières, c'est pas extrêmement compliqué. On va avoir un moment dipolaire propre, donc cette fois, on va avoir une interaction tout simplement dipôle-dipôle, qui va être une interaction qui est forte, mais qui va aussi essentiellement dépendre de la taille de la molécule et surtout en fait de la valeur du moment dipolaire. Donc on voit que pH3 moment dipolaire propre de 0,55 de bail alors que H2S est à 0,97 de bail, donc il est tout à fait normal que les interactions entre les molécules de H2S soient plus fortes que les interactions entre les molécules de pH3. Et donc il est normal que la température d'ébullition de H2S soit plus grande que celle de pH3. Comparer les deux tableaux est très compliqué parce que globalement, ce n'est pas les mêmes mécanismes d'apparition des dipôles. On constate que BR2, malgré son absence de moment dipolaire propre, a une température d'ébullition plus grande que celle de H2S, tout simplement parce qu'en fait, c'est une molécule qui est beaucoup plus grosse. Ici, un broméla, alors que le soufre est quand même une ligne dessus et H c'est tout petit. Et donc, il y a un mélange entre les deux. Donc, a priori, pour moi, il est impossible de comparer les 6 premiers et les 2 derniers, mais on va comparer juste les choses qui sont comparables entre elles. Sur ces commentaires, on termine la correction et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrigés.